Je vais vous présenter le prologue de Gargantua de Rabelais, qui est l'un des auteurs majeurs du XVIe siècle et grande figure de l'humanisme, qui voit fleurir une foi exceptionnelle en l'humain au sein de ce courant, qui place l'homme au centre des intérêts, en réponse à l'obscurantisme religieux de l'Église à cette époque. Nous allons étudier donc ce prologue étonnant qui s'adresse au lecteur et qui dépasse le sens littéraire du texte. Alors, buveurs très illustres, et vous des relais très précieux, car c'est à vous, non aux autres, que je dédie mes écrits. Alcibiade, dans un dialogue intitulé Le banquet, faisant éloge de son précepteur Socrate, sans conteste le prince des philosophes, déclare entre autres choses qu'il est semblable aux silènes. Les silènes étaient jadis de petites boîtes, comme celles que nous voyons à présent dans les boutiques des apothicaires, sur lesquelles j'étais peintes des figures drôles et frivoles. Harpies, satyres, oisons brisés, lièvres cornus, cannes battées, boucs volants, cerfs attelés, et autres figures contrefaites à plaisir pour inciter les gens à rire, comme le fut Silène, maître du Bacchus. Mais à l'intérieur, on conservait les drogues fines, comme le baume, l'ambre gris, la môme, la civette, les pierreries, et autres choses de prix. Alcibiade disait que Socrate leur était semblable, parce qu'à le voir du dehors et à l'évaluer par l'aspect extérieur, vous n'en auriez pas donné une pelure d'oignon, tant il était laid de corps et d'un maintien ridicule. Le nez pointu, le regard d'un taureau, le visage d'un fou, le comportement simple, les vêtements d'un paysan, de condition modeste, malheureux avec les femmes, inapte à toute fonction dans l'État, et toujours riant, trinquant avec chacun, toujours se moquant, toujours cachant son divin savoir. Mais un nouveau... Merci. Alors, nous allons chercher à savoir en quoi ce prologue constitue pour le lecteur une exigence humaniste, en nous penchant d'abord sur l'idéal bon vivant, pour ensuite enchaîner sur l'idéal de culture et enfin sur l'idéal de philosophie. Donc déjà, dans ce texte, il y a une fraternité qui est créée par l'énonciation, grâce au pronom de présence je et vous qui implique le narrateur, le vocabulaire trivial mais aussi à l'aise le lecteur. Les questions rhétoriques au début du deuxième paragraphe avec l'utilisation de votre, à quoi tend à votre avis ce prélude et ce coup d'essai, crée un lien entre le lecteur et le narrateur. Les apostrophes qui interpellent directement le lecteur se sent donc concerné par ce texte. Ensuite, il y a une fraternité éthylique entre le narrateur et le lecteur, toujours grâce au champ lexical de la boisson, à la citation d'Alcibiade, qui est un personnage ivre, et la citation de Silène aussi, qui est le mentor de Dionysos, le dieu du vin dans l'Antiquité grecque. De plus, il y a une fraternité joyeuse et comique. Le portrait de Socrate est une caricature hyperbolique avec beaucoup d'énumérations de qualité. Il y a une syntaxe accumulative dans ce texte qui crée du comique de mots. L'utilisation de la silène, il utilise la silène pour représenter Socrate, et il y a une métaphore paradoxale du chien qui représente la bêtise, et il représente la bêtise normalement, mais dans ce texte-là, c'est Rabelais, le narrateur, le présente comme une figure de philosophie. Pourtant, le lecteur de Rabelais n'est pas seulement invité à des blagues de banquet et une entente purement festive. Le chien est aussi une métaphore de l'attitude raisonnée et cultivée du lecteur. Donc on va s'intéresser maintenant à l'idéal de culture. Donc déjà, il y a une profusion de références antiques, déjà par la comparaison de Silène à Socrate, et ensuite toutes ces références antiques sont insistantes sur une même idée, qui sont se méfier de la superficialité pour chercher la vérité. De plus, il y a une prédominance de cette référence à Socrate. Cette prédominance, elle occupe un paragraphe entier, ce qui explique l'importance de ce passage. Son portrait est une suite d'hyperboles, courage invincible, force d'âme merveilleuse. Rabelais fabrique donc derrière Alcibiade pour faire un éloge sincère à Socrate. Il peut y avoir plusieurs raisons à ça. Peut-être que Rabelais s'identifie à ce philosophe qui dérange. Peut-être que Rabelais rappelle implicitement la maïeutique, qui est une méthode socratique qui consiste à toujours partir des connaissances pour faire accoucher l'élève de sa propre pensée. De plus, Rabelais s'adresse à un lecteur déjà très cultivé, qui connaît Socrate et les Silènes, qui sont à son époque peu connus des lecteurs. À ce stade, l'appel à l'érudition de Rabelais peut paraître plaisante pour ceux qui la possèdent, mais un peu stérile, car l'auteur de Gargantua n'exerce rien de plus qu'une intelligence fermée sur elle-même et méprisante. Il demande donc une dernière qualité à son lecteur, une intelligence active de laquelle résulte une morale.
va s'intéresser maintenant à la troisième partie, un idéal de philosophie. Donc déjà, Rabelais concentre ses idées sur le chien, la métaphore du chien. Rabelais demande au lecteur la même patience qu'a le chien. Il y a un parallélisme de construction qui mime le travail patient du lecteur pour trouver la substantifique moelle du texte. Comme le chien est patient pour sucer son os et prendre la substantifique moelle. Le narrateur insiste aussi sur l'appétit de la culture et de la connaissance. Il demande des efforts de compréhension à son lecteur. En partant du chien, donc, Rabelais illustre donc le principe humaniste, qui est de se nourrir de cultures à la fois variées et savantes pour en faire sa pensée propre. Il demande donc au lecteur de faire des efforts sur ses idées. Ce principe humaniste, que je disais plus tôt, est illustré quand il fait du dicton « l'habit ne fait pas le moine », le socle de sa démonstration. Ensuite, le narrateur, qu'on peut assimiler à Rabelais, donc, demande de partir de l'expérience et du trivial pour aller à plus haut sens, du fait vers la théorie. On peut rapprocher ça de la naissance de Gargantua, où Gargantua est parti du bas vers le haut. Au total, donc, le prologue de Gargantua définit autant un idéal de lecture qu'un idéal humain, celui qu'on qualifiera plus tard d'idéal humaniste. Il présuppose une grande bonhomie, une culture large et une intelligence active. Cette foi en l'humain, un peu excessive, se retrouvera jusqu'aux Lumières, notamment sous la plume de Jean-Jacques Rousseau. Cet idéal est donc un point à atteindre dans le monde de la réalité. Vous m'avez dit que le narrateur pouvait être assimilé ici à l'auteur directement. Pourquoi? Parce que il y a des phrases, par exemple les questions rhétoriques, qui créent donc ce lien entre le lecteur et le narrateur. Et Rabelais, je pense, ne cherche pas à se cacher derrière un narrateur et exprime directement ses idées là-dessus. Non, quelle est la nature du texte? C'est un texte argumentatif. Oui, tout à fait. Et de quel type dans un roman? À quelle place se trouve-t-il? C'est le prologue, c'est au tout début. Pourquoi Rabelais dit-il besoin de faire un prologue? Parce que les gens peuvent en lisant s'arrêter au sens littéral du texte, en lisant seulement la surface, alors que grâce à ce prologue, il explique au lecteur comment aller chercher et comment creuser, entre guillemets, l'autre sens de ce texte, le sens caché. Mais Rabelais, Gargantua est un roman. En quoi constitue-t-il une argumentation? Quel type d'argumentation est-ce? Une argumentation indirecte. Une argumentation indirecte, tout à fait. Vous avez en tête des passages, des chapitres, des moments qui plaident pour une idée au sein de l'aventure? Oui, l'abbaye de Thélèbes, par exemple, oui, qui est une critique de la vie monastique à l'époque de Rabelais. Qui pourrait expliquer que Rabelais critique la vie monastique à cette époque? Bien, parce que, comme je le disais, il y a un obscurantisme religieux à cette époque, et c'est vrai que la vie monastique, elle est basée sur des principes qui empêchent certaines choses. Et selon Rabelais, dans le passage de l'abbaye de Thélèbes, la corruption, l'interdiction n'empêche pas le vice. Au contraire. Oui, au contraire. Je Rabelais au contraire. Qu'est-ce qui fait qu'il serait justement très concerné par cette question de la vie monastique? Parce qu'il est moine. Parce qu'il est lui-même clair, tout à fait. Vous m'avez parlé, je reviens sur la métaphore du chien. Oui. Vous m'avez dit que le chien devait être ici assimilé au lecteur, qui, de la même façon que le chien ronge son os, le lecteur devrait ronger le texte au fur et à mesure. Comment s'appelle ce type de raisonnement qui consiste à comparer une activité avec une autre, à comparer une science avec une autre, à comparer une histoire avec une autre? Quel est le type de raisonnement ici? C'est de l'argumentation.
Oui. à l'autorité. Donc le chien aurait une autorité sur Non. Rabelais citerait le chien pour valider son propos. Non, c'est pas le chien. Lorsqu'on compare. Non. C'est un raisonnement par analogie. Vous m'avez beaucoup parlé de Socrate. Ici, la référence la plus appuyée est celle de Socrate. Vous pouvez m'en parler un peu de Socrate? C'est un philosophe grec qui est un philosophe qui n'a jamais, qui s'est cité par Aristote. Comment le connaît-on, Socrate? Grâce à ses disciples. Oui, lequel en particulier? En fait, Socrate n'a rien écrit. Il n'a rien écrit. Tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait, c'est expliqué par ses disciples. Je me rappelle Ah, plus. le disciple en particulier, Platon. Alors, qu'est-ce qui intéresse Rabelais dans la méthode socratique? Vous l'avez dit un petit peu dans... La maïeutique. Ça consiste en quoi? À partir de l'expérience et de l'expérience et de ce qu'on lui enseigne pour que l'élève apprenne sa pensée propre et qu'il se fasse sa propre idée, qu'il n'y a pas d'influence directe du professeur. Comment peut-on faire? Alors, il y a une influence, insidieuse toujours, vous savez bien, les professeurs sont des gens insidieux. Comment fait-on accoucher une personne de sa propre pensée? Comment est-ce qu'on s'y prend? Bien, je pense qu'on lui explique les choses. Non, sinon c'est un accouchement forcé. Si vous faites ça, c'est vous qui donnez. Alors on lui fait sûrement vivre des choses. Comme je disais, c'est à partir de l'expérience. Donc il doit sûrement ne pas s'arrêter, que ce soit pas. Comment est-ce que votre professeur mobilise vos propres connaissances? Comment est-ce qu'il essaye de vous faire informer un texte que vous-même? Il nous explique, déjà il nous fait chercher les procédés, et tout ce qui est stylistique. Et après, on essaie ensemble d'exprimer, de voir ce que ça veut dire. C'est un dialogue. Normalement, c'est un dialogue. Socrate est connu, si on résume sa méthode la plus simplement du monde, c'est un dialogue. Un dialogue organisé, mais c'est un dialogue. Très bien. Vous m'avez parlé d'un procédé de style qui est effectivement caractéristique de Rabelais, qui est l'accumulation, l'énumération. Pouvez-vous m'en donner un ou deux exemples dans les textes? Déjà, il y a, quand il exprime les qualités de Socrate, donc une force d'âme merveilleuse, un courage invincible, une sobriété sans égale, une égalité d'âme sans faille, une assurance parfaite. Ensuite, il y a aussi notre énumération quand il explique ce qu'on conservait à l'intérieur des silènes, les drogues fines comme le baume, l'ambre gris, la môme, la civette, les pierreries et autre chose de plus. En quoi, à votre avis, ce procédé, sont très justes, en quoi ce procédé de l'accumulation, je dirais, colle à l'esprit de Rabelais? En quoi est-ce représentatif de son état d'esprit, de sa manière d'écrire des romans? Bien, parce que chez Rabelais, c'est toujours en grande quantité, entre guillemets. Oui. Il y a une accumulation et il y a beaucoup de choses. Par exemple, si je prends une référence dans le même Gargantua, de la naissance des Gargantua avec les foisonnements de tripes, tout ça, c'est exactement la même chose là-dedans. Ah oui, effectivement, très globalement, une esthétique du gras, c'est-à-dire de la profusion. Cette profusion va d'ailleurs avec le dialogue dont vous parlez, puisque quand il y en a beaucoup, eh bien chacun, comme dans un banquet, peut trier ce qu'il veut prendre. C'est un peu ça l'écriture de
troisième serait une annonce de la pensée de Rousseau. Comment Rabelais, dans ce texte, fait un petit peu de l'homme une personne qui est corrompue par ses vices, un petit peu comme Jean-Jacques Rousseau, la phrase très connue, qui est l'homme est bon, c'est la société qui le corrompt. C'est exactement la même pensée entre les deux, et pourtant à des époques différentes. Et cela reste très juste. Je vous remercie.